aux voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La révision des constitutions en Afrique est devenue monnaie courante pour certains chefs d'État pour se maintenir au pouvoir. C'est le cas de la Guinée-Conakry avec le président Alpha Condé. Pour en savoir un peu plus sur cette situation, nous avons interviewé pour vous Maïla Boukari, constitutionnaliste, dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail en partie magazine de ce journal. Même si le mandat n'est pas limité, dans un état de démocratie véritable, toi-même tu sais si tu dois chercher encore l'onction populaire. Par contre, le déplafonnement des mandats caractérise surtout les démocraties qui ne sont pas consolidées. Et c'est ça la question que vous posez. Le mandat est déplafonné dans beaucoup de pays africains, et c'est en Afrique et dans d'autres pays à travers l'Asie ou l'Amérique où nous avons des démocraties qui ne sont pas consolidées. Et c'est là qu'il y a la nécessité de limiter le mandat. Donc, pendant le renouveau démocratique, à partir de 1990, chaque pays africain a revisité son ordre constitutionnel, et pour faire preuve d'un constitutionnalisme qui a de la vitalité, il faut limiter les mandats, parce que le mouvement de 90 a été fait pour mettre fin aux dictatures qui sévissaient en Afrique depuis l'indépendance. Donc limiter les mandats en Afrique, c'était une traduction de la démocratie et de l'état de droit. Mais pourquoi aujourd'hui certains présidents cherchent à déplafonner les mandats? Pourquoi certains présidents, à la dernière année de leur deuxième mandat constitutionnel, ils cherchent à modifier la Constitution? C'est une mœurs que nous voyons en Afrique. C'est l'actualité brûlante, c'est le cas de la Guinée. Alpha Condé, qui a été un très grand démocrate, un très grand contestataire, opposant politique en France pendant de longues années, combattant politique, qui a décrié tout ce que nous sommes en train de dire, veut aujourd'hui modifier l'ordre constitutionnel de son pays pour s'offrir un troisième mandat. Alors là, vous voyez, nous sommes très loin du cas des démocraties consolidées. Pourquoi modifier la Constitution? Ces chefs d'État font leur initiative en disant que le peuple, c'est le peuple qui le veut. Et il y a lieu de définir qu'est-ce que c'est que le peuple aujourd'hui. L'insécurité prend de plus en plus de l'ampleur dans la région de Tillabéri, frontière Mali. Hier, mercredi 25 décembre 2019, jour de la célébration de la fête de Noël, un convoi d'agents enrôleurs de la CENI a été pris dans une embuscade tendue par des assaillants dans le département d'Abala, région de Tillabéri. Dès l'annonce, les centrales syndicales CGT, Niger et l'UDTN ont réagi à travers ce reportage de Maimouna Gadou. Au moment où le Niger continue le deuil des 111 militaires tombés sur le champ d'honneur le 10 décembre 2019 à Inates, voilà que le 25 décembre, un convoi d'agents enrôleurs de la CENI de retour d'une mission à Eza et Pagoujar, à une trentaine de kilomètres de Sanam dans le département d'Abala, région de Tillabéri, frontière Mali, a été victime d'une embuscade tendue par des assaillants. Dès cette annonce, des voix se lèvent pour dénoncer cet acte ignoble et demander à l'État nigérien de renforcer la sécurité au niveau de la région du Tillabéri. Nous allons demander à l'État de renforcer les dispositifs sécuritaires dans toutes les zones d'insécurité, communément dans la région de Tillabéri, la région de Difa, la région de Tawa et la région de Dosso.
pour permettre à l'ensemble des travailleurs nigériens, conformément à la Constitution, qui leur donne le droit partout là où vous êtes d'être enrôlés et exercer votre droit de vote en tant que citoyen nigérien. Nous demandons au gouvernement de la 7e République de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des moyens logistiques sophistiqués répondant aux exigences du moment. Ceci leur permettra d'assurer la sécurité des travailleurs qui sont dans la localité. C'est que on ne peut pas comprendre pourquoi s'en prendre, n'est-ce pas, une équipe, n'est-ce pas, d'enrôlement. Ça veut dire que là, il y a un couac. Sauf si véritablement il y a un non-dit où les élections risquent d'avoir un coup dur. Parce que par rapport à cet enrôlement biométrique, si on n'arrive pas à le faire dans le temps imparti, ça veut dire qu'il y aura des difficultés. Et cette question de sécurité, nous pensons que l'État doit créer les conditions pour renforcer la sécurité et qu'on crée, n'est-ce pas, les conditions pour que cet enrôlement-là puisse avoir lieu. Parce que véritablement, nous savons que d'ici peu de temps, il y aura les élections, mais avec cette difficulté que nous constatons, et ça risque de tourner autrement. Mais nous pensons que l'État doit créer les conditions dans l'aspect où toute la population devrait, n'est-ce pas, se joindre, n'est-ce pas, aux forces de défense et de sécurité qui nous saluent au passage, qu'il crée les conditions pour qu'ils donnent des informations et qu'on arrive à identifier, n'est-ce pas, ces forces du mal. En plus de renforcer la sécurité dans cette zone, l'État doit veiller à la sécurité des agents enrôleurs pour la bonne marche du processus électoral. Il doit avoir des piquets ou bien créer les conditions pour qu'on crée, n'est-ce pas, des postes pour que véritablement ces militaires-là puissent accompagner, n'est-ce pas, ces travailleurs-là pour que nos camarades puissent travailler dans la sérénité. Parce que tant qu'il n'y a pas une sécurité, je ne pense pas qu'il y aura un rendement, à plus forte raison, que ces travailleurs-là puissent travailler. C'est une obligation pour le gouvernement sortant de créer les conditions idoines pour qu'on ait un fichier biométrique ou un fichier classique tout court pour que les élections puissent se tenir au Niger. N'en déplaise qu'aux détracteurs qui ne veulent pas assez que ces fichiers puissent voir le jour, nous avons la ferme conviction. À cette allure où vont les choses, avec la persistance de l'insécurité dans la zone du Tillabéri, elle pourrait avoir un impact sur le processus électoral de 2020-2021 au Niger. Parlons politique dans cette édition. À travers un communiqué de presse, le bureau politique du Modern Falumana a apporté des précisions selon lesquelles M. Noma Oumarou n'est plus vice-président du bureau. On fait le point dans ce commentaire de Amadou Harouna. Après les deux congrès tenus parallèlement à Niamey par les Soumana Sanda et à Dosso par le Noma Oumarou, objet de toutes les polémiques à la même date, le nom Noma Oumarou remet en cause la conférence nationale du parti tenue à Niamey dans ce mois de décembre 2019. Mais le bureau politique du Modern Falumana, à travers un communiqué de presse, apporte les précisions suivantes du statut du parti à l'appui. La conférence nationale est l'instance du parti qui, réunie le 21 décembre 2019, conformément à l'article 56, a définitivement mis un terme au feuilleton orchestré à dessein pour entraver le fonctionnement de l'Oumana. Depuis le 13 juillet 2019, Noma Oumarou n'est plus président régional du Dosso, donc n'est plus vice-président du bureau politique national. Depuis le 26 juillet 2019, il n'est plus membre du parti, a fortiori président par intérim conformément aux articles 161, 162 et 163. Là où la conférence nationale a besoin d'un quorum de 146 délégués pour valablement statuer et délibérer, le bureau politique national en a réuni 254 sur les 289. Toutes les coordinations régionales et la diaspora étaient présentes, toutes les structures de masse étaient présentes, tous les députés étaient présents. Toutes les décisions avaient été prises à l'unanimité. Toutes les dispositions des articles 56, 95, 113, 114, 115, 124, 126, 125, 127, 161, 162, 163 des statuts ont été
scrupuleusement respectée. Toute chose qui montre à suffisance que l'entreprise de l'ex-militant de Lumala Oumarou Nouma est sans issue. Désormais, Tahirou Seydou, Dipak 20 et ses camarades ont, en plus de la légitimité déjà reconnue par le ministère de tutelle, la légalité que leur confère la charte du parti politique et des textes du parti. Ces jours-ci, l'on assiste à des coupures d'électricité, chose rare en période de froid au Niger. L'acteur de la société civile nigérienne, Souley Oumarou, dans ce reportage tire la sonnette d'alarme. C'est un reportage signé Priska Sessou. Nous sommes en décembre. En cette période de froid, la consommation de l'électricité est de moins. Mais triste est de constater ces jours-ci des coupures intempestives d'électricité. Selon certaines sources qui circulent autour de la question, un endettement est à l'origine de cette situation. Pour Souley Oumarou, acteur de la société civile, une explication des autorités en charge de l'électricité urge afin d'éclairer l'opinion publique. Et nous avons besoin de lumière sur cette affaire. Nous avons besoin de savoir est-ce que c'est à cause de ces arriérés que souvent on nous parle de chute de pylônes ou véritablement il y a des raisons qui justifient, en tout cas aujourd'hui, les coupures qu'on voit en pleine période de froid, qui ne se justifient tout naturellement pas. Donc nous pensons que les autorités aujourd'hui de la Nigélec sont interpellées par rapport à des éclaircissements. Et ma foi, à l'endroit donc du gouvernement, nous pensons qu'il devrait avoir aussi d'autres pistes. Si le Niger est un pays doté d'un grand moyen de production d'électricité, à savoir le soleil, qu'attendent alors les autorités compétentes? Le Niger doit songer à une souveraineté énergétique. Bon, il faut se dire que depuis l'avènement des autorités quand même de la 7e République, il y a des efforts dans ce sens, notamment la question de la production d'énergie à partir de Gorubanda, etc. Mais nous pensons qu'il faut peut-être effleurer plusieurs pistes, parce que les sources d'énergie sont, ma foi, quand même assez favorables pour le Niger, parce que vous savez bien que l'énergie peut être produite à partir de l'eau, à partir du vent, à partir du soleil, etc. Donc, nous avons fort naturellement tous ces potentiels-là à notre disposition. Donc, nous pensons que peut-être il faut quand même songer justement à renforcer l'utilisation de l'énergie d'origine solaire, pourquoi pas, ou même éolienne. L'appel est lancé à l'endroit des autorités compétentes afin de trouver des résolutions durables et définitives pour que le Niger tourne une fois pour de bon cette page de coupure. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'interview que nous a accordé le constitutionnaliste Maïna Boukari sur la révision des constitutions en Afrique. Très bonne réception. Au revoir. Constitution en Afrique parce que en 2020 nous avons plusieurs élections présidentielles et on constate en même temps plusieurs révisions de la loi fondamentale de beaucoup de pays. C'était le cas en 2016, il y avait beaucoup de rendez-vous électoraux en Afrique et c'était le cas aussi en 2010-2011 dans beaucoup de pays africains. Alors, ce qu'il faut dire, la révision de la Constitution est une chose qui est prévue par la Constitution elle-même. Chaque Constitution prévoit elle-même les mécanismes de sa révision. Donc comme ce n'est pas un texte religieux comme le Coran ou la Bible, donc c'est tout à fait normal que les conditions qui ont présidé à son élaboration, à sa rédaction, soient révisées un jour. Donc la Constitution elle-même prévoit donc les mécanismes de sa révision. C'est ce qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé. Donc, le fait de réviser n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que l'on constate? Il y a plus d'initiatives de réviser les dispositions électorales que d'autres types de dispositions. Par exemple, les mécanismes
permettant de réviser les mécanismes électoraux relativement à l'élection du président sont surtout celles qui sont les plus révisitées par le constituant africain. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, souvent il y a une volonté de se maintenir au pouvoir. Et là, j'aimerais dire que cette question de révision soulève tout simplement la question de l'effectivité de l'état de droit et de la démocratie. Et en particulier, ça soulève la question de la réalité des élections. Alors, limiter les mandats présidentiels, ce n'est pas une caractéristique de l'état de droit. Il faut qu'on le souligne très bien. Le fait de limiter les mandats, ce n'est pas une caractéristique de l'état de droit et de la démocratie. Et j'aimerais dire que le fait que dans une constitution, qu'on limite les mandats à 2 ou à 3, ça ne veut pas, ce n'est pas un emblème de la démocratie et de l'état de droit. Parce qu'il y a des États où le mandat n'est pas limité, comme la France. Mais ça ne pose pas le problème de la démocratie en France. C'est une démocratie consolidée. Et en France, les mandats ne sont pas limités, mais moi, président, je sais si je dois poser encore ma candidature pour chercher un deuxième mandat ou un troisième. Vous voyez un peu. Donc, la démocratie, c'est une température. Et la démocratie, c'est une température, c'est une mœurs. Les électeurs savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont, et le candidat à l'élection présidentielle, il sait aussi sur quel pied il danse. Donc, même si le mandat n'est pas limité, dans un état de démocratie véritable, toi-même tu sais si tu dois chercher encore l'onction populaire. Par contre, le déplafonnement des mandats caractérise surtout les démocraties qui ne sont pas consolidées. Et c'est ça la question que vous posez. Le mandat est déplafonné dans beaucoup de pays africains, et c'est en Afrique et dans d'autres pays à travers l'Asie ou l'Amérique où nous avons des démocraties qui ne sont pas consolidées. Et c'est là qu'il y a la nécessité de limiter le mandat. Donc, pendant le renouveau démocratique, à partir de 1990, chaque pays africain a revisité son ordre constitutionnel, et pour faire preuve d'un constitutionnalisme qui a de la vitalité, il faut limiter les mandats, parce que le mouvement de 90 a été fait pour mettre fin aux dictatures qui sévissaient en Afrique depuis l'indépendance. Donc limiter les mandats en Afrique, c'était une traduction de la démocratie et de l'état de droit. Mais pourquoi aujourd'hui certains présidents cherchent à déplafonner les mandats? Pourquoi certains présidents, à la dernière année de leur deuxième mandat constitutionnel, ils cherchent à modifier la constitution? C'est une mœurs que nous voyons en Afrique. C'est l'actualité brûlante, c'est le cas de la Guinée. Alpha Condé, qui a été un très grand démocrate, un très grand contestataire, opposant politique en France pendant de longues années, combattant politique, qui a décrié tout ce que nous sommes en train de dire, veut aujourd'hui modifier l'ordre constitutionnel de son pays pour s'offrir un troisième mandat. Alors là, vous voyez, nous sommes très loin du cas des démocraties consolidées. Pourquoi modifier la Constitution? Ces chefs d'État fondent leur initiative en disant que le peuple, c'est le peuple qui le veut. Et il y a lieu de définir qu'est-ce que c'est que le peuple aujourd'hui. Le peuple, c'est quoi? C'est quand on mobilise les gens dans le stade, dans la rue, etc., etc. Donc il y a ce problème-là. Mais je pense qu'il s'agit tout simplement là d'un recul de la démocratie, d'un recul de l'état du droit, parce qu'on ne peut pas admettre que des chefs d'État qui sont venus dans un contexte de transition démocratique où les peuples africains cherchent à consolider la démocratie, s'obstinent à modifier l'ordre constitutionnel, pas pour répondre aux aspirations véritables des peuples, mais tout simplement pour ne pas quitter le pouvoir. Et je pense que c'est ça le cas en Guinée. Et ça, les institutions internationales, notamment celles africaines, doivent vraiment bannir cet état de fait. Parce que quand ce sont des éléments qui sont venus véritablement du peuple, il n'y a pas de problème. On a un peu en vue le cas du Rwanda. On sait ce qui se passe au Rwanda. Le Rwanda n'est pas limité au Rwanda, mais quand même, la situation du Rwanda n'est pas la même que celle de la Guinée.
le constituant guinéen a bien voulu limiter les mandats. Donc je pense qu'il faut s'en tenir à cela. La légitimité et la légalité, même de loin, on peut la mesurer. Et je pense que le mouvement qui est engagé en Guinée en ce moment, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. Et vraiment, il faut faire un appel à la classe politique africaine pour que cela ne fasse pas des émules. Il faut vraiment mettre fin à ces déplafonnements de mandat présidentiel là, quand on tend vers la fin du deuxième mandat, ce n'est pas de la démocratie. Oui, c'est un problème d'effectivité. D'ailleurs, tous les chefs d'État, quand ils viennent au pouvoir, ils prennent l'engagement de ne pas partir. Bon, c'est bien, c'est très bien pour le président du Niger, qui a pris le ferme engagement que lui, il ne va pas faire cela. C'est très bien, c'est noté, ça donne un point supplémentaire de la démocratie, en particulier la nôtre. Mais on constate dans d'autres pays, malgré le bannissement constant par les organisations internationales, surtout celles africaines, certains chefs d'État s'entêtent à le faire. L'Union africaine a même organisé un grand forum ici à Niamey il y a 2 ou 3 mois sur la limitation des mandats. Et je pense qu'il y a eu aussi une autre réunion de l'Union africaine en ce qui concerne la Charte africaine des élections de la démocratie ici à Niamey. Personnellement, j'étais à ce cadre-là. Et tout ça, c'est pour mettre en relief ces tentatives de modification de la loi fondamentale. Et je pense que c'est à cause de cela qu'on doit s'activer à renforcer les mécanismes de convergence constitutionnelle. Il ne faut pas qu'il y ait des révisions intempestives des règles électorales l'année même des élections. Il ne faut pas qu'il y ait des déplafonnements des mandats trop souvent la dernière année du mandat. Ça ne consolide pas la démocratie et je pense que c'est des exemples que nous voyons simplement en Afrique. Il faut que l'Union africaine, la CEDEAO et toutes les organisations régionales s'activent pour mettre en place des critères véritables, vraiment, qui vont dissuader les chefs d'État, qui vont leur empêcher de modifier les règles du jeu quand ils vont sentir qu'ils ne doivent pas partir. C'est vrai que chaque peuple ne peut pas assujettir, une génération ne peut qu'assujettir d'autres générations par rapport à ces lois. On sait ça, mais quand même, le moment de changer de loi aussi, on le connaît. C'est une température qu'on peut mesurer et je pense que le cas guinéen, c'est une véritable atteinte à la démocratie et à l'état de droit. Je pense que les États africains sont déjà sur cette voie parce qu'il y a, je le disais tout à l'heure, au niveau de la CEDEAO, une charte de la gouvernance de la démocratie et des élections. Au niveau de l'Union africaine, il y a aussi un instrument de ce type. D'ailleurs, cet instrument de l'Union africaine est en train de connaître une révision. Et Niamey a été même la première étape de concertation par rapport à cette révision-là. Et dans ces différents instruments-là, il est question de critères de convergence constitutionnelle. De la même manière qu'on parle de critères de convergence économique, il y a des critères de convergence constitutionnelle. Là, c'est par rapport à la rédaction de la lettre constitutionnelle. Mais je pense que ça va aussi imprimer des réflexes par rapport à la pratique de la Constitution. En un mot, les États africains seront appelés un beau matin à dire les mêmes choses par rapport à certains aspects comme les élections, comme la bonne gouvernance. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.